Chers téléspectateurs, bonsoir. Je voudrais cette soirée vous inviter et partager avec vous une sincère salutation fraternelle. Nous sommes en direct donc avec Dessus Média, une télévision en ligne depuis les États-Unis d'Amérique, à Washington. Il fait 19h11. Nous allons aujourd'hui nous entretenir sur un certain nombre de sujets très importants qui ont marqué l'actualité tchadienne et celle donc à travers le monde. Et sur ces actualités, nous aurons pour différents sujets. Un sujet en premier lieu qui concerne le massacre, la situation sécuritaire dans le Niapende, et ensuite l'intégration donc de l'UA au sommet des G20 et pour finir avec la chute d'un hélicoptère Mi-24 en territoire centrafricain. Voilà sont donc les sujets que nous allons aborder cet après-midi concernant notre actualité africaine, plus précisément celle du Tchad. Merci, nous allons entamer le premier sujet qui concerne donc le massacre dans le Niapende. Donc, département de Niapende qui a pour chef-lieu Gorée. Dans cette région, nous avons, c'était en date du 8 mai 2023, dans la sous-préfecture donc de Bécan, un village de Doniat et de Don. Donc, comme je disais tantôt, c'est dans la sous-préfecture dans le département de Niapende qui a chef-lieu Gorée, la ville de Gorée, province donc du Logone oriental. En date donc de 8 mai 2023, aux environs de 5 heures, des individus armés, des armes à feu, des armes blanches et des machettes et tout autre objet d'attaque ont fait incursion dans un village, d'abord à Doniat et ensuite à Don. Ces personnes non identifiées ont donc attaqué ces villages et ils ont massacré la population. Ils ont tué assez de gens, de villageois, et on estime donc à un nombre très important qui est au-delà de trentaine de personnes tuées et de dizaines de blessés évacués à Gorée, dans la ville de Niapende. Ces tragédies se répètent le plus souvent dans cette contrée, qui est une ville située à la frontière RCA, que les autorités n'arrivent pas vraiment à identifier ces personnes-là. C'est un peu compliqué, mais nous allons progressivement voir en quoi ces massacres ont eu lieu. Les causes de ce massacre, c'est que le 6, il y a un homme un peu riche, un éleveur qui a des fortunes, a des têtes de bœufs installées à cheval entre la République centrafricaine et le Tchad. Cette personne s'appelle, répond au nom du Al-Hajj Abayin, avec son frère Mohamed Kadel Hassan. C'est là
se déplaçaient sur le territoire centrafricain pour approvisionner leurs boviers qui sont en pâturage sur le territoire centrafricain. Et le 6, un petit matin, il est aperçu les deux corps jalonnés à côté sur le territoire centrafricain. Que nous irons la cause de cet assassinat. Et donc, quand les parents ont eu cette nouvelle que les deux individus étaient assassinés, ils sont partis le même jour, le 6 mai, pour aller retirer le corps et venir l'enterrer. Et le 8 mai, ces incursions des hommes inconnus ont eu lieu donc dans ces villages qui sont à proximité du village, hein, proche donc de la République centrafricaine. Alors, ce sont là les causes, hein, ce que je pourrais dire, les causes probantes qui pourront être reconnues sur ces massacres. Mais jusqu'à là, les individus en question n'ont pas été identifiés. Voilà un peu ce que nous pouvons dire concernant les causes de ces conflits, hein, que les gens appellent jusqu'à nos jours de conflits éleveurs-agriculteurs. L'enquête est en cours, donc nous aurons éventuellement quelles sont les responsabilités qui vont être situées, donc quels sont ces auteurs qui ont causé ces crimes et massives, une tuerie massive de population. Et la justice également s'est saisie de l'affaire et a ouvert une enquête qui est également en cours. Et la justice rassure à la population de Don que ces auteurs ne resteront pas impunis, qui vont être traqués jusqu'à l'extrême peine, donc incriminés dans le code pénal, ils vont répondre de leurs actes. Donc l'enquête, hein, du parquet de Gorée est en cours en ce moment. Donc, nous attendons les issues de cette enquête. Quelle responsabilité sera située vis-à-vis donc de ce massacre massif de la population de Don et de Bunia. Nous allons encore rapporter très rapidement la possible intégration de l'UA au G20. D'abord, nous devons comprendre ce que c'est que le G20. Le G20 est une association, hein, en quelque sorte d'États, un regroupement d'États à travers le monde, des États qui se sont retrouvés dans ce groupe-là pour définir en quelque sorte leur puissance en économie, en population et au développement agricole et rural. Donc le G20 regroupe aujourd'hui beaucoup de pays, à savoir l'Inde, l'Arabie Saoudite, Chine, les États-Unis d'Amérique, la Russie, l'Italie, le Royaume-Uni. Ils sont si nombreux. Donc, ce sont en quelque sorte des États qui ont le monopole, hein, de la puissance économique à travers le monde, dans ce monde. Et pour avoir les critères d'adhésion à ce groupe, est que un pays doit avoir un PIB, on dit produit intérieur brut, allant de 60 à 75%.
75 à 80%, doit avoir une population qui va de 60 à 75%. Et les espaces, en fait, cultivables, si vous voulez, le développement agricole et rural, qui sera au-delà de 50%. Et c'était pour le dernier sommet qui s'est tenu en Inde, à Bali, dans une ville appelée Bali, le 15 novembre 2022, que Macky Sall, le président en exercice de l'UA, a tenu un discours pour dire que l'Afrique également détient une puissance économique non négligeable, mais elle est complètement ignorée dans le système donc, de G20. Le Conseil, comme membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, et beaucoup d'États ont soutenu son discours, à savoir la France et les États-Unis lors du dernier sommet USA Africa. Joe Biden avait donné sa position vis-à-vis à son intégration. Et c'était pendant ce sommet que le président Macky Sall, le président en exercice donc de l'UA, a adressé une demande à l'Union européenne qui a reçu la demande et est en train donc d'étudier pour l'éventualité, pour la probable intégration de l'UA au G20. Et donc, actuellement, l'espoir y est, si l'Afrique serait intégrée au G20, nous avons beaucoup des avantages potentiels de cette intégration africaine au G20. C'est-à-dire que l'Afrique aura de voix dans la décision à une dimension mondiale, hein, sur la scène politique. Donc, l'Afrique, économiquement, peut aussi définir son PIB pour lui permettre d'avoir certaines puissances derrière elle et donc influencer le monde des décisions. Il y a plusieurs avantages. L'avantage consiste donc à être un leader influent sur la scène politique et un pouvoir de décision dans certaines organisations à l'échelle mondiale. Donc, les avantages sont si nombreux que nous ne pourrions pas ignorer. C'est un pas, comme disait Yabi, le président fondateur de Think Tank, disait que si aujourd'hui les grands puissants acceptent l'Afrique à accéder au G20, c'est un pas pour la détermination de la puissance économique et politique donc, des États africains. Les défis de l'Afrique, c'est que aujourd'hui, les États africains doivent se mettre au travail sérieusement pour donner une impulsion en quelque sorte à dimension économique et politique à travers des organisations telles que l'ONU, l'Union européenne, qui sont considérées aujourd'hui comme des organisations les plus puissantes à travers le monde. Les défis de l'Afrique, c'est que les États africains doivent s'unir désormais. Nous ne devons pas vivre longtemps dans ces clivages, en quelque sorte, des divisions qui nous
retarde toujours, mais désormais, les Africains doivent s'unir pour se déterminer vis-à-vis de ces organisations à l'échelle mondiale. Donc, le pas est lancé dans ce sens. Les jeunes Africains doivent également suivre ce pas pour que l'Afrique ait une image, hein, en quelque sorte, une image d'un continent qui n'a pas perdu sa valeur, mais un continent qui a des avantages, qui a des choses, qui a de potentialités économiques, qui a des têtes pensantes pour relever le défi. Il y a plusieurs talents dans cette Afrique que les gens ont longtemps ignorés. Voilà les défis et les obstacles que l'Afrique doit relever. Une intégration de l'Afrique au G20 dans la scène internationale est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que cela va ouvrir des opportunités sur les marchés mondiaux. Parce que vous devez sans doute comprendre que l'Afrique est limitée. L'Afrique est un continent complètement enclavé qui n'a pas des ouvertures sur les marchés mondiaux. Et cela a affecté aujourd'hui le développement économique sur le plan international. Donc, nous ne sommes pas visibles, l'Afrique n'est pas visible à travers le marché mondial. Aujourd'hui, l'Afrique va se déterminer par rapport à son intégration au G20. Merci. Nous allons passer à un autre sujet qui concerne donc la chute d'un hélicoptère, un aéronef Mi-24 en territoire centrafricain. C'était le 3 mai. Le 3 mai dernier, dans la nuit du 3 au 4, un hélicoptère s'est écrasé en territoire centrafricain dans un village appelé Ozoum, une affaire de trentaine de kilomètres de la ville de Bosanga, qui est dans la sous-préfecture donc de Wuhan. L'avion s'est écrasé tout seul. Et la nuit donc du 4, le ministre des Affaires étrangères, Madame Sylvie Paipo, avait dit qu'il y a un avion inconnu, un hélicoptère inconnu qui s'est écrasé. Les informations qui circulaient sur le réseau fait état donc d'un hélicoptère tchadien qui part pour une destination en RDC, Congo, et arrivé sur le territoire centrafricain, il y avait une panne technique. Aussitôt, les autorités tchadiennes ont le chef d'état-major de l'armée de l'air tchadien a fait une déclaration pour démentir que l'hélicoptère n'appartient pas à l'armée tchadienne. C'est un hélicoptère congolais, RDC Congo, qui était en mission en territoire tchadien et qui est en train de repartir au Congo. Après l'explosion donc de cet avion, la MINUSCA, qui est une force de paix envoyée par l'ONU en RCA, avait tenté dans un premier temps
de venir sauver l'équipage. Ils n'ont pas pu jusqu'à ce que les milices russes qui ont pu atterrir pour faire sortir les membres de l'équipage évacués dans des hôpitaux à Bangui. Ceux-là ont été soignés. Il n'y a eu aucun blessé, selon les informations. Donc, beaucoup des hommes politiques, des acteurs politiques centrafricains ont accusé le Tchad parce qu'il y a une rébellion qui est dans la zone et les associations, les acteurs politiques et civils centrafricains souvent accusent le Tchad d'avoir ravitaillé ce groupe de rebelles qui sont dans la zone de Bossangwa. Ce que l'armée tchadienne a complètement démenti. Aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose, une tension, je pourrais dire un impact négatif sur la relation Tchad-RCA à cause de cet hélicoptère. L'enquête est toujours en cours pour déterminer réellement la nationalité de cet aéronef. Et même pas plus tard après, le Congo a fait une déclaration pour reconnaître que l'aéronef lui l'appartient. Donc, il n'y a pas quelque chose encore de si grave pour l'instant. La relation diplomatique entre le Tchad et la RCA est restée excellente. Il n'y a pas eu encore de rumeurs à propos de la relation entre ces deux pays. Donc, la France a été aussi impliquée dans cette explosion d'aéronefs parce que pour les Centrafricains, c'est la France qui est en train de vouloir détruire la RCA. Et donc, se cache derrière ce pays qui est le Tchad pour exercer des menaces contre la RCA. Donc, la France n'a pas été épargnée dans ce bruit, dans cette bruit donc diplomatique entre les deux pays. Jusqu'à là, la France est restée muette, elle n'a pas dit quelque chose à propos. Les gens s'inquiètent parce qu'à la frontière, il y a une base aussi française qui est installée à Gorée. Juste après l'installation de cette base, l'insécurité bat son plein. Aujourd'hui, on assiste à plusieurs cas de tueries répétitifs dans la zone. Donc, ça laisse un doute sur, dans la tête de population vivant dans cette zone frontalière. C'est un peu dangereux, parce que c'est ces doutes qui planent sur la base française qui a été installée à la frontière RCA. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, merci pour votre attention. Ce que je voudrais ajouter, c'est que le Tchad doit réellement prendre son destin en main, parce que l'insécurité bat son plein vers le sud du pays, ce qui est en train de détruire l'image de la transition. Il va falloir que les autorités de transition puissent s'assumer réellement pour assurer la sécurité de sa population, surtout du sud qui vit dans des situations les plus alarmantes. Nous osons croire que les autorités vont donc agir promptement pour restaurer, pour assurer la sécurité de ses concitoyens.
surtout ce qui se passe dans les Nyapende, le Mont-de-Lam, surtout dans cette province du Logone oriental, est vraiment alarmant. Ça doit nous interpeller. Et nous comptons sur la vive réaction des autorités pour cadrer ce qui se passe au sud du pays. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre notre chaîne télévisée. Nous comptons sur votre participation afin que nous puissions donner le meilleur de nous. Merci et bonne soirée à tout le monde. Merci.